C'était vraiment terrorisant. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et à un moment, j'ai vraiment failli me jeter par la fenêtre pour en finir. Il fallait que ça cesse et aujourd'hui encore, ça m'arrive d'en faire des cauchemars. Un peu comme si mon subconscient n'arrivait pas à accepter cette épreuve. Enfin, je sais pas quoi, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, mon cher, c'est que je commence à en avoir assez de jouer les Sigmund Freud. T'es vraiment une petite nature. Mais c'était tellement horrible. Oui, je sais, mais c'est pas une raison pour... Ouais, les copains, vous êtes là, c'est cool. Bon, on tourne quoi aujourd'hui? Désolé, pas de tournage pour moi aujourd'hui. Le traumatisme continue de tourmenter mon esprit. Le traumatisme? Attends, tu nous fais encore chier pour Suicide Squad? Mais il est sorti il y a 4 mois, ce film. Mais je peux pas. Même quand je ferme les yeux, je les vois encore. Will Smith et son jeu d'acteur pitoyable, Harley Quinn, le Joker. Oh, mon Dieu, le Joker. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? En attendant, tes jérémiades, ça nous empêche de faire des vidéos, et il faut qu'on fasse des vidéos. Tu saoules tellement qu'on a dû embaucher un stagiaire pour te remplacer. Non, désolé, je peux pas. Compte pas sur moi non plus, faut déjà que je m'occupe de cette chochotte. Ouais, en gros, vous me laissez me démerder tout seul, quoi. Je sais même pas de quoi je vais parler. Demande au marketeur. Ça fait des mois qu'il veut faire un épisode sur Disney. Ok, je vais voir avec le marketeur. Et vous deux, allez chez le coiffeur. Et toi, va te raser. Oh, plus merde. Salut les copains, aujourd'hui c'est moi qui prends le micro. Ça veut dire pas de blague à la con et on arrête de chialer. Aujourd'hui nous allons parler de cette boîte qui fait chanter les homards et les phacochères. Aujourd'hui nous allons parler de The Walt Disney Company. Bon, je vais éviter de faire un exposé soporifique sur la chronologie de Walt Disney, mais il y a quand même quelques dates importantes à retenir. 1922, la création du premier studio Disney dans un sombre garage à Kansas City. 1937, sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma. Même le président Roosevelt est venu à la première. 1955, ouverture du premier parc Disneyland en Californie. 1966, décès de l'oncle Walt. Ça a vraiment fait mal aux productions qui ont suivi. 1995, sortie de Toy Story, le premier film entièrement en images de synthèse. 2009, rachat de la licence Marvel Entertainment, ça rapporte un max. Et 2012, rachat de la licence Star Wars. Fais pas la gueule, George, on t'a filé un chèque de 4 milliards de dollars pour ça. Bon, en même temps, on peut comprendre que le vieux George tire la gueule depuis qu'il a vendu son bébé à Mickey Mouse. Après tout, Walt Disney Company, c'est plus de 48 milliards de bénéfices en 2015, une major du 7e art, avec plus de 132 filiales à travers le monde qui emploient plus de 150 000 salariés. Voyez-vous, Walt Disney, c'est plus qu'un studio. C'est un véritable empire, avec ses propres places fortes et ses forteresses. Par forteresse, j'entends bien ces 11 parcs à thème éparpillés dans le monde qui ont totalisé plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015, ainsi que les 650 Disney Store qui vendent des produits dérivés en masse sur toute la planète. Voilà pour ce qui est des dates et des chiffres. J'espère que vous avez bien retenu, parce que je suis pas du genre à me répéter. Des numéros, les uns au-dessus des autres, des numéros et des dates, des chiffres et des numéros, des dates, des numéros. Et c'est ça le gros bordel! Comment expliquer des revenus aussi importants? Tout simplement par la stratégie d'expansion titanesque de Walt Disney. Voyez-vous, Disney est comme Microsoft. Il rachète tout.
Et pour argumenter mon propos, je vais m'appuyer sur un petit PowerPoint explicatif réalisé par Sébastien Grenet, notre stagiaire, étudiant en fac d'économie et de gestion. Disney est donc une firme parfaitement hiérarchisée. Il y a au sommet Walt Disney Company qui divise ses activités en 5 pôles distincts, le pôle Entertainment qui gère les productions cinématographiques, le pôle Internet qui régit les nouveaux marchés du numérique, c'est-à-dire le web et les jeux vidéo, le pôle des produits dérivés qui gère la distribution des produits à travers le monde entier, le pôle des parcs et hôtels qui s'occupe des 11 parcs à thème Disney en activité. Enfin, il y a le pôle télévision qui a la charge des divers programmes à destination des chaînes Disney comme Disney Channel, Jetix, Toon Disney et même la chaîne ABC rachetée en 1996. Mais attendez les cocos, c'est pas fini, parce que ces 5 pôles, ils sont eux-mêmes divisés en différentes filiales. Diapo suivante s'il te plaît Sébastien. Bon, je ne vais pas m'étendre sur tous les pôles, aussi nous nous concentrerons sur Walt Disney Studios qui regroupe à lui tout seul Walt Disney Pictures, qui s'occupe de la production de films d'animation et de certains longs métrages en live action, Touchstone Pictures, qui produit des films familiaux qui s'étendent à toutes les tranches d'âge, Hollywood Pictures et Miramax Films, qui tous deux visent clairement les adultes. Les œuvres réalisées par ces studios se veulent en effet plus sérieuses et philosophiques. Depuis 2009, le rachat de Marvel Entertainment a permis à Disney d'envahir les salles de cinéma avec plus d'une dizaine de films de super-héros. Et depuis 2012, le rachat de Lucasfilm a conduit à une diversification de l'offre audiovisuelle de Disney avec la production de films de science-fiction, le fer de lance de ce studio étant la saga Star Wars, dont le prochain film sera Rogue One, A Star Wars Story, sortie prévue le 14 décembre. Alors vous aussi, rejoignez l'Alliance Rebelle dans son combat contre l'Empire Galactique et... Stop, 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 stop! On n'ira pas voir cette merde. Et c'est reparti pour une séance chez le psy. Oh les gars, on avait dit que je faisais tout seul, moi, cet épisode. Mais parce que je n'ai pas encore fini avec les filiales. Oui, parce que ces studios secondaires, ils sont eux-mêmes divisés encore en succursales. Ici, je vais prendre l'exemple de Walt Disney Pictures. Diapo suivante, s'il te plaît. Walt Disney Pictures produit par exemple des films d'animation via Walt Disney Animation Studio. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis 2010, le studio semble avoir définitivement abandonné le style dessin animé pour réaliser des œuvres exclusivement en images de synthèse. Cette modernisation a été facilitée suite aux nombreux succès des films en images de synthèse de Pixar, un autre studio racheté par Disney qui, depuis 1995, propose des films multigénérationnels qui font exploser le box-office. Cet élargissement d'activité est la conséquence directe de cette incroyable suite de succès que les productions Disney ont connues depuis plus de 90 ans. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Excusez! Tu disais? Il se nomme Kuzco! Une fois le marché du long métrage sous contrôle, il s'est avéré beaucoup plus simple d'investir dans d'autres domaines attractifs, comme les journaux, la radio, les produits dérivés, la télévision et Internet. Mais pour revenir à l'offre du studio, elle est démesurée. Il y a des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Grâce à tous ces studios que Disney a rachetés, on compte aujourd'hui en moyenne par an, en sortie mondiale, 3 ou 4 films d'animation, auxquels on rajoute 3 films de super-héros, 5 longs-métrages en live-action et 2 documentaires, tous financés directement par Disney. Et si on enlève quelques faux pas, parfois à la limite du mauvais goût, dans la plupart des cas, ces productions font exploser le box-office. Si l'on prend le top 10 des plus gros succès commerciaux du cinéma, la moitié sont des productions Disney. Comme quoi, certains diront que Disney est en train de bouffer lentement le marché de l'audiovisuel mondial. Mais il le bouffe avec amour. Son catalogue vise tous les publics. N'importe quel spectateur est amené à apprécier au moins une de ses productions. Parfois même sans se rendre compte que Disney est aux commandes. Ce qui veut dire que directement ou indirectement, ça c'est Disney, ça c'est Disney, ça c'est Disney, et surtout, ça c'est Disney.
Et puis, Disney est le premier studio à avoir su lier efficacement sa politique marketing à ses œuvres. C'est ce que j'ai appelé personnellement la stratégie Michael Madsen. Vous voyez la scène de l'oreille dans Reservoir Dogs? Ben là, c'est pareil. Le but du marketing Disney, c'est de rabattre les oreilles du public sur ses productions, mais en même temps, cette stratégie s'effectue de manière fun et divertissante, de manière à conserver la fidélité des spectateurs. Was that as good for you as it was for me? Hey, what's going on? You hear that? Et c'est là qu'entrent en scène les activités annexes de Disney. Par exemple, il y a des chaînes de télévision spéciales qui proposent divers programmes pour le jeune public, tout en faisant la promotion de l'offre audiovisuelle de la firme. Parce qu'il faut pas l'oublier, viser les enfants, c'est aussi viser les parents. Et il y a les parcs aussi. Disneyland est une fantastique manière de promouvoir à la fois les anciennes productions et les futures sorties. Et depuis 2010, Disney, toujours à la pointe de l'innovation, a inventé un moyen marketing révolutionnaire, les univers cinématographiques. Avengers, rassemblement! Et c'est reparti. L'univers cinématographique, c'est trop cool. L'idée que plusieurs films s'insèrent dans un même univers, ce qui fait que pour suivre l'histoire du début jusqu'à la fin, le spectateur est forcé de se taper tous les films de cet univers. Ça paraît lourd dit comme ça, mais Disney a prouvé le contraire avec son univers cinématographique Marvel. C'est vrai les gars, c'était un pari risqué, arriver à lier autant de super-héros dans un même univers, avec des histoires mêlant le fantastique, la science-fiction, la comédie et même la magie. Et pourtant, Disney l'a fait, et ça a marché du feu de Dieu. Bon, ça va mieux? Tu parles Charles, ça va complètement mieux! Disney, c'est la cure parfaite. C'est un studio qui sait jouer sur le générationnel. Toutes les générations ont vécu et grandi avec des films Disney. Et on les kiffe toujours autant aujourd'hui. Il suffit de voir toutes ces ressorties de classiques Disney qui envahissent les salles depuis des années. Disney le sait, on adore son taf et on l'adorera toujours. Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Zootopie, Toy Story, Cusco, Les Aristochats, Cro-Blanc, 20 lieues sous les mers, Mary Poppins, Rasta Rocket, Merlin l'Enchanteur, Un amour de coccinelle, Warcraft. Oula, attends, du calme. C'est pas Disney qui a réalisé Warcraft. Oui, je sais, mais il est tellement cool ce film. Mais je ne vois pas le rapport avec la situation. Non, il a bon là. Donc oui, Disney a su varier sa programmation et c'est ce qui a fait son succès. Même dans ces périodes sombres, c'est-à-dire les années 80 et les années 2000, Disney a su réaliser des longs métrages qui sont jugés comme des classiques aujourd'hui. Les rajouts de l'univers cinématographique Marvel et de la franchise Star Wars ne sont que des terrains encore en exploration, qui offrent au studio un double bénéfice. D'abord, la fidélité du public sur le long terme, et ensuite, la prévention du risque d'échec par la surproduction. Quand une bouse sort en salle, pas de problème, Disney a 10 autres films de prévus pour limiter la casse. Cette planification a tellement bien marché que tous les studios concurrents ont repompé l'idée. Avec un peu de retard. Universal vient à peine de lancer sa franchise Universal Monsters, et Warner Bros, éternel adversaire de Disney, a déjà contre-attaqué, avec son univers DC Comics et sa franchise Kaiju, dont font partie Godzilla et King Kong. Et des rumeurs racontent qu'Hasbro compte faire de même avec toutes ses franchises de jouets. La concurrence suit donc les pas de Disney. Mais les gars, le cinoche c'est comme la peinture. La copie n'arrivera jamais à la hauteur de l'original. Ventre saint gris, je sens qu'il est temps de mettre fin à ces balivernes publicitaires. Oula, voilà l'intello de service qui se ramène. Voyez-vous, Walt Disney est comme Che Guevara. Est-ce que t'es en train de dire que Disney défend la liberté des opprimés et prône l'égalité de tous les peuples à travers le monde sans classe sociale? Non, ce que je veux dire, c'est que on a beau en faire l'éloge à tout bout de champ, il a aussi un côté obscur dont on évite de parler pour ne pas être la risée de la société. Intello et complotiste, tu les enchaînes mon gars. Évidemment que Disney a produit des dizaines de productions cinématographiques de qualité,
Mais c'est bien là le problème. La stratégie de multiplication et de planification des sorties en salle amène à un difficile problème d'uniformisation des contenus. Vous parliez de l'univers cinématographique Marvel tout à l'heure. Quand Avengers est sorti en 2012, il y avait création originale. Aujourd'hui, en 2016, on en est à 14 films réalisés et 8 autres déjà prévus. Ah, t'as oublié, il y a 4 séries télé Marvel aussi. Enfin, il va y en avoir une 5e dans pas longtemps. Merci. Eh bien, l'originalité de l'interdépendance de ces différents films fait aussi leurs défauts. Il est compliqué d'arriver à proposer des scénarios originaux désormais. Le genre, l'esthétique et les personnages changent, mais pas l'histoire. Je prends un exemple, les vilains. Est-ce que vous vous rappelez d'un seul méchant original dans cet univers Marvel? À part lui. Même Star Wars, l'éveil de la Force a été victime de ce manque d'inspiration scénaristique, copiant allègrement son grand-père de 77. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. À cela, nous rajouterons cette mode infâme des remakes qui a infecté tout Hollywood et dont Disney n'a pas échappé. Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, Le Livre de la Jungle et prochainement Mulan, La Belle et la Bête et Le Roi Lion. Tous ces films sont-ils réellement importants pour Disney? Non. Mais ils rapportent, et c'est le plus important. Pour terminer, je vais parler de la place des femmes. Oh putain, c'est pas vrai. Mais tu vas flinguer la vidéo avec tes conneries. Dans les premières décennies de Disney, les personnages féminins étaient très peu présents. La faute à l'époque, me direz-vous. Mais l'évolution des mentalités et l'émergence des princesses Disney a-t-elle réellement marqué un changement? Pas tant que ça. Évidemment, certains personnages se montrent plus épanouis, voire même leur backstory est très dramatique. Mais dans la grande majorité des cas, notamment parmi ces princesses encensées par plusieurs générations de jeunes filles en fleurs, l'histoire reste la même. Tomber amoureuse et laisser les mâles s'occuper de l'action. Pocahontas tombe amoureuse, Belle tombe amoureuse, Anna tombe amoureuse, 2 fois. Même Black Widow change de mec dans chaque film Marvel. Là encore, uniformisation des scénarios. On change pas une équipe qui gagne, mon cher. Par contre, nous allons conclure parce que là, ça commence à devenir long et ça commence à devenir chiant. Étrangement, malgré toute cette orgie d'informations que l'on a aujourd'hui sur les futures productions de la firme, il est assez difficile de deviner l'avenir de Disney. Ce qui est certain, et c'est là sa meilleure arme, c'est que Disney dispose d'un catalogue de films extrêmement diversifié, et chaque année, la grande majorité des longs métrages produits par le studio sont des succès mondiaux. On en arrive à un stade où l'échec n'est plus un danger. Et ça fait flipper la concurrence. Si l'on reprend l'exemple de l'univers DC Comics de Warner Bros., on s'en rend compte que ces mecs n'arrivent même pas à affronter Disney sans faire du Disney. Genre Suicide Squad par exemple. Suicide Squad! Mais ferme-la! Et retour à la case départ.